bonne littérature. Taisez-vous. En Mais cet homme est 2018, ahurissant. porte-parole du gouvernement. Ce que vous venez de faire, c'est super. Messieurs, dames, bonjour à tous et bienvenue sur Juste Milieu, nouvel épisode de Ça discute avec aujourd'hui un visage connu, bien connu sur Juste Milieu, c'est Bertrand Scholler que l'on reçoit aujourd'hui avant toute forme de débat. Cher Bertrand, comment vas-tu ? Eh bien, écoute, Rémi, je vais bien et je suis ravi de te retrouver dans tes émissions que j'aime regarder et évidemment, je suis très fier de participer. Tout le plaisir est pour nous une nouvelle fois. Beaucoup de sujets au menu aujourd'hui. On va bien sûr parler politique française, beaucoup de géopolitique qui nous attendent. Enfin, tous ces événements-là que tous nos spectateurs, bien évidemment, ont en tête, ont dans l'esprit, avec ta grille de lecture bien précieuse, évidemment. Alors, je préfère prévenir tout de suite parce que avec Bertrand Scholler, voilà, c'est comme quand on est contre un boxeur poids lourd. Il faut mettre un adversaire en face, il faut s'organiser, il faut préparer le bon ring. Aujourd'hui, vidéo spéciale dans Ça discute avec les amis. On va faire une première partie tout à fait classique sur YouTube et après, on va basculer dans une partie non censurée où on pourra avoir tout l'avis vraiment en précision de Bertrand et on va passer sur un contenu qui sera envoyé à nos inscrits de la liste gratuite. Tout le monde pourra le recevoir gratuitement, évidemment. Vous aurez un lien tout en haut de la description pour avoir cette partie non censurée. Je vous le dis tout de suite, comme ça, c'est fait, c'est dit et on va attaquer tout de suite, sans autre forme de débat. Cher Bertrand, avec un point un petit peu sur ta situation parce que ces dernières semaines, ces derniers mois, tu as clairement été sous le coup de la censure sur Twitter, désormais X. Est-ce qu'on peut revenir un petit peu là-dessus, si tu as envie de glisser quelques mots? Comment ça s'est passé un peu cette affaire-là? Parce que c'est vrai que ça a beaucoup fait parler à juste titre et la censure gronde et t'en as été une énième victime. Alors, en deux mots, à partir de septembre-octobre, j'ai eu une période où mon compte a vraiment considérablement grossi. Donc, je suis passé de 20 millions, 30 millions de vues par mois, qui était la moyenne sur X, à 70, 80 millions en octobre. Mais j'ai senti à partir de novembre que j'avais des algorithmes qui m'étaient nettement moins favorables, alors que j'avais l'impression d'avoir des messages toujours aussi percutants. Et j'avais énormément d'attaques de députés, ex-députés, blogueurs, etc., puisque je m'étais positionné très frontalement sur le Proche-Orient, comme je l'avais fait sur les injections ou sur l'Ukraine ou la politique intérieure-française. Et d'un seul coup, un dimanche, dans la nuit, mon compte a été suspendu. Et des personnes m'ont fait remarquer que dans la nuit, j'avais eu le nombre de personnes auxquelles moi j'étais abonné qui avait diminué de plusieurs centaines et le nombre de personnes qui me suivaient qui avaient diminué de plusieurs centaines en même temps. Or, pour que moi, je baisse le nombre de personnes auxquelles je m'abonne, il faut que des personnes me bloquent. Puisque moi, j'ai pas désabonné personne en réalité. Et donc, j'en ai déduit que j'avais une attaque concertée qui s'était effectuée sur mon compte. J'ai pu avoir des informations qui m'ont confirmé depuis San Francisco qu'effectivement mon compte avait été attaqué tout azimut de façon synchronisée. Donc eux avaient besoin de comprendre en fait qui était à l'origine de ça, puisque ça leur arrive régulièrement à Twitter d'avoir des opérations de type barbouze, que ce soit pour la publicité, pour un certain compte, mais c'était pas arrivé que sur un compte comme le mien, ils réussissent à faire exploser les algorithmes. Alors juste pour expliquer, il y a, comme on sait, la loi de l'Union européenne qui est sur les discours de haine et qui demande au réseau en fait d'anticiper. C'est-à-dire que si il se passe une anomalie sur un compte ou sur des messages, en fait, sans avoir besoin d'attendre la réaction de l'Union européenne, les groupes sont obligés d'enlever immédiatement les messages, voire de suspendre les comptes. Et Twitter, comme tous les opérateurs, a proposé un certain nombre de règles à l'Union européenne. Et en l'occurrence, c'était si un certain pourcent des abonnés du compte se plaignent de ce compte dans une période limitée, si un certain nombre de contenus du compte sont considérés comme choquants ou sont bloqués
ou font l'objet d'une demande d'approfondissement de la part de X dans une période donnée, et que ce nombre est supérieur au nombre de personnes qui voient le compte au même moment mais ne disent rien, si, etc., etc. Donc il y avait tout un certain nombre de règles. Vous savez, c'est des algorithmes que X avait proposés, et en fait, moi, je suis tombé dedans. C'est-à-dire, des personnes m'ont bloqué, des personnes ont attaqué mes tweets, Alors, il y a peut-être un mix d'intelligence artificielle et de personnes réelles. Ce que eux m'ont dit, c'est qu'il y avait beaucoup de personnes réelles des quatre coins du monde, ce qui fait qu'en fait, leur logiciel d'intelligence artificielle ne peuvent pas détecter une attaque par intelligence artificielle, comme c'était le cas dans le passé. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des groupes qui sont payés par on ne sait qui et auxquels on donne des cibles. Donc, plus le compte est gros, plus le coût humain pour attaquer est important. Et il se trouve que, en faisant ma petite enquête, j'ai découvert qu'il existait des sites, alors principalement des sites israéliens dans lesquels ils visent nommément des personnes. Et c'est un peu comme une vente aux enchères, c'est-à-dire qu'ils disent qui est prêt à telle heure à attaquer tel compte, tel compte, tel compte. Et tout ça, c'est public, hein. C'est pas sur le dark web, c'est des sites qu'on trouve sur Google, etc. Et qui sont une manière de faire la police. Et c'est vraiment des personnes comme toi ou moi qui se sentent impliquées, qui se sentent engagées. Ils disent oui, ce compte me choque, ce compte me plaît pas. Et donc, une fois qu'ils sont arrivés dans ce système d'enchères, à avoir 1000 ou 2000 personnes qui se sont engagées à le faire, ils vont proposer des heures. Et quand ils ont le seuil atteint pour les algorithmes, en fait, ils vont attaquer. Et donc, la seule protection d'un compte, c'est soit d'être tout le temps actif, c'est-à-dire que 24 heures sur 24, tu aies des tweets qui soient publiés pour ne pas avoir d'heures creuses, puisque moi, l'attaque a eu lieu un dimanche à 3 heures du matin. Donc, d'une part, je n'avais pas les gens qui me regardent et m'apprécient qui étaient là, puisque d'un seul coup, j'aurais eu peut-être 20, 30, 40 000 personnes qui disaient que c'était bien. Et donc, c'était difficile avec 2-3 000 personnes d'avoir l'air que ce soit mal, tu vois. Mais si tu as 2-3 000 personnes qui disent c'est mal à un moment où tu n'as personne qui visite ton compte, ou très peu, eh ben, les algorithmes te plantent immédiatement. D'accord. Et après, compte tenu du conflit, entre guillemets, ouvert, on peut dire, entre Thierry Breton, qui représente l'Union européenne, enfin le commissaire européen en charge de ce sujet, et X, puisque X a été le premier à être mis en avant sous le coup d'une enquête, etc. Ils ont évidemment pris beaucoup de temps avant de remettre mon compte en ligne, puisqu'il a fallu 3 mois. Et comme tu sais, quand on est absent pendant 3 mois, c'est un peu comme si on n'existait pas. Après, il faut réanimer le compte, les algorithmes, etc., puisque les personnes ne te regardaient plus. Et donc, tu es considéré comme un compte qui est inintéressant pour tout le monde. Donc, c'est pas parce que tu n'as pas perdu les abonnés que ça revient naturellement. Et je peux pas m'empêcher, tu vois, de dire, et c'était une conversation qu'on avait eue tous les deux à l'époque, j'avais été assez touché d'être un compte qui était si visible et si actif, et que les autres comptes, qui m'apprécient ou pas, n'aient pas pris la peine de dire on est inquiet, la censure vient et touche un compte comme celui de Bertrand Scholler. Et donc j'ai eu l'impression d'être, tu vois, que ce soit presque inutile, tu vois, tous ces efforts, puisque si les gros comptes ne se font pas l'écho d'un événement comme ça, tu sais bien que les petits comptes n'ont pas d'écho, en fait, ils sont pas relayés. C'est le système des algorithmes. Et il vient de se passer la même chose avec Telegram. Donc moi, j'ai pas été touché, mais il y a pas mal de comptes qui ont été touchés. Et on a l'impression, tu vois, à part toi, donc qui t'étais vraiment préoccupé de ça et qui en avait été un des rares à s'en faire l'écho, qu'il y ait une telle concurrence pour le marché, pour les clics, pour les dons, pour les aides, etc., qu'on oublie que le plus important, c'est de faire grossir notre audience globale, c'est-à-dire qu'on sorte du silo. Et pour sortir des silos de chacun,
le seul moyen, c'est de se relayer les uns les autres, surtout entre personnes qui ne partagent pas la même opinion. Absolument. Puisque c'est comme ça que toi, tu vois, tu accèdes aux gens qui me suivent et que moi, je recommande, par exemple, aux personnes d'acheter le banquet, et toi, en me montrant à tes auditeurs, ils se disent, ah bah tiens, on m'avait parlé de lui, on m'avait dit c'est un espèce de fou Illuminati ou ce qu'on veut, et en fait le mec a l'air rigoureux, calme, sérieux. Absolument. C'est complètement au centre. C'est au centre de la démarche de juste milieu, tu le sais, avec le banquet, où effectivement, c'est très important de se donner cette force-là et de ne pas recréer une forme de concurrence qui est celle que l'on fuit férocement, parce que c'est celle des médias classiques où tout le monde, par un souci de volonté d'audience, de clics, de spectateurs toujours plus nombreux, va aller traiter des sujets moins importants, des sujets putaclic, comme il faut dire vulgairement, comme il faut dire. Donc on est absolument dans cette dynamique. Mais tu l'as évoqué tout à l'heure, pour aller vraiment dans le premier grand thème qui va nous intéresser aujourd'hui, tu parlais du positionnement de l'Union européenne par rapport à ces questions de censure dont tu as été victime. On a aujourd'hui beaucoup de choses qui s'accélèrent. On a cette impression-là. C'est Ursula von der Leyen qui brigue un second mandat. C'est les réglementations de l'Union européenne toujours plus strictes, toujours plus folles. On apprend aujourd'hui que ça y est, cette histoire d'un permis de conduire qu'il faudrait repasser, ou en tout cas qu'il faudrait valider tous les 15 ans, c'est officiel aujourd'hui, alors que c'était du complotisme. Là encore, il y a 2 mois, l'Union européenne a officialisé le projet de loi. Par ricochet, on a en France une accélération, c'est l'article 4 contre les dérives sectaires, mettons des gros guillemets. Tout ce qu'on voit aujourd'hui, on a cette sensation d'accélération sur le plan de la politique européenne et française. Comment tu lis un petit peu tout ça? Comment tu analyses ces événements-là qui restreignent toujours un peu plus la liberté d'expression, les libertés au sens large, mais avec le souci de les agrandir, ces mêmes libertés? Ça devient orwellien, comme on dit souvent. Ouais. Alors, on a eu une très grosse actualité. On a une très grosse actualité au sein de toute l'Union européenne avec les agriculteurs en ce moment. Et qui sont, en tout cas, qui se disent, et quand on étudie le dossier, on s'en rend compte, des victimes de ce système. Parce que qu'est-ce qui s'est passé? Et je prends cet exemple vraiment parce qu'il est intéressant en fait. Il y a eu la mise en place ce qu'on appelle une politique agricole commune. Et donc on a dit aux agriculteurs, comme effectivement les salaires, les conditions de travail, les normes sont pas les mêmes dans les différents pays d'Europe, on va essayer de normaliser tout ça. Et on fait comme toujours, quand on normalise, on va pas vers le mieux-disant, on va toujours vers le moins-disant. C'est un peu ce qu'on expliquait avec ce qu'on appelle la résistance ou la complosphère pour essayer de plus briller. Et donc, on est allé vers plus de produits chimiques, plus d'engrais, des mêmes graines. Donc, on s'est retrouvé avec des gens qui se sont accaparés le vivant. Donc, on a beaucoup entendu parler de Monsanto qui était racheté par Bayer, mais il y a d'autres compagnies qui se sont lancées là-dedans. Et les agriculteurs, parce qu'ils touchaient un peu d'argent d'un côté, ont accepté de l'autre d'être convaincus que finalement, c'était bien d'acheter des graines dans ces grands groupes plutôt que de produire eux-mêmes leurs graines comme le faisaient leurs aïeux depuis des générations et des générations. Sauf qu'ils se sont rendus compte que les graines en question, qui sont des graines qui sont issues de sélection naturelle ou qui sont génétiquement modifiées, les fameuses OGM, en fait, elles ne résistent pas aussi bien selon le climat, selon l'humidité, selon les attaques d'insectes, de bactéries, etc. Et donc, on est obligé de mettre de plus en plus de produits chimiques pour les protéger. Tu sais, ce serait un peu comme un enfant qui, dès son plus jeune âge, prend des antibiotiques, ne boit pas le lait maternel, etc. Et on va devoir, en réalité, toute sa vie, lui donner de plus en plus de molécules. C'est comme quelqu'un qui est injecté avec un mauvais produit et on peut avoir une baisse de ses défenses immunitaires. Et il va devoir prendre sans cesse de nouveaux produits. C'est ce qui s'est passé avec l'agriculture. Et donc, les paysans, on leur a donné d'un côté et ils ont cédé de l'autre. Mais ça a été vrai pour les agriculteurs, donc qui font des céréales, mais ça a été vrai aussi pour les éleveurs qui font de la viande, que ce soit de porc ou de bovin. Ça a été vrai pour les poulets, ça a été vrai pour le lait, ça a été vrai pour tout.
Donc c'est les fameuses fermes de 1000 vaches laitières, c'est les fameuses exploitations de porcs où en fait le fermier gagne plus d'argent avec le lisier, et c'est les fameuses exploitations de céréales où il y a des contrats à long terme avec l'industrie du pétrole pour que ces céréales soient transformées en biocarburants. Et tout le monde se rappelle de la crise de la moutarde et de la crise de l'huile. Où d'un seul coup, l'huile qui valait 2 euros le litre, l'huile de tournesol, elle était passée à 7-8 euros quand il y en avait, il y avait plus de moutarde. C'est pas parce que la France produisait plus de tournesol ou autre, c'est parce qu'en fait, tout ça est utilisé pour faire des biocarburants. Et comme on a des objectifs climatiques, eh ben, on a appauvri les Français. On les a appauvris avec un panier moyen plus cher, avec apprendre en fait que après le PQ pendant le Covid, eh ben l'huile c'était soi-disant la Russie, alors qu'en fait c'était notre politique. De la même manière que l'électricité en France, je crois que maintenant tout le monde l'a bien compris, elle est très chère à cause du coût de production de l'électricité en France, puisqu'on a le coût de production d'électricité en France le moins cher au monde, puisqu'on a à peu près 15-20% qui est fait par des barrages qui sont rentabilisés depuis très longtemps, et le reste par des centrales nucléaires que malheureusement qui n'ont pas été renouvelées, etc. Une partie du parc qui souffre, mais on a l'électricité la moins chère. Mais à cause de l'Union européenne, donc pour les paysans, pour les particuliers, pour tout ça, on est dans une situation catastrophique puisqu'on est prisonnier de décisions en fait qui ne vont pas dans l'intérêt des Français, qui vont sans arrêt dans l'intérêt de lobbies, de personnes extrêmement puissantes, extrêmement riches. Puisque les gens qui gagnent beaucoup d'argent aujourd'hui dans l'électricité, c'est pas EDF, même s'il vient de faire 10 milliards d'euros de bénéfices, puisque comme les factures ont augmenté et que les prix ont baissé, puisqu'il y a moins de tension sur le gaz, l'hiver est moins froid, etc., etc. Donc en réalité, tout le monde gagne, sauf les Français. Et maintenant, ce qui se passe, c'est que pas à pas, on est arrivé à un moment où on est tous cornérisés. C'est-à-dire que les agriculteurs en peuvent plus. Ils se rendent compte qu'ils sont dépendants de produits chimiques, ils sont dépendants de graines, ils sont dépendants de normes, de règles. Il faut vraiment donner beaucoup d'eau pour atteindre les bons rendements, etc., pour avoir une rentabilité suffisante pour survivre. Ceux qui n'ont pas accepté cette règle du jeu, qui sont des petits, eh ben, il y en a plein qui se suicident aujourd'hui ou qui abandonnent surendettés après avoir essayé de survivre un peu comme ils pouvaient. Et donc, on se met à proposer de la merde, mais il y en a d'autres en Ukraine qui proposent de la merde encore moins chère. Et donc, on a tous ces scandales avec le miel, avec les poulets, avec les œufs, avec les céréales. Et parce qu'en fait, il y a quelque chose que peu de personnes savent, c'est que quand on a des accords de libre-échange avec d'autres pays dans le monde, que ce soit l'Ukraine, Mercosur ou autre, qui vient d'être signé récemment, eh bien, on a une équivalence. C'est-à-dire que si chez eux, ils disent c'est label rouge, ou si chez eux, ils disent c'est bio, quand ça arrive chez nous, c'est pareil. Sauf que les normes sont pas les mêmes. C'est-à-dire que pour être appelé bio chez eux, il faut pas du tout les mêmes choses que chez nous. On peut, par exemple, donner, pour que les poulets soient bio, des graines OGM, alors que ce serait pas vrai chez nous. Et donc, en réalité, les gens sont trompés. Et on a vu des camions entiers qui étaient arrêtés par les paysans, dans lesquels les poules étaient même pas mis en sachet individuel. Elles sont toutes jetées comme des espèces de cadavres de poules dans des camions réfrigérés, et elles arrivent dans des usines de leaders français du poulet, dans des régions avec des belles images. On coupe les pattes, on coupe la tête, on met dans un beau paquet, et d'un seul coup, ça devient un poulet de cette région. Alors évidemment, ils ne marquent pas qu'il a été élevé ou autre dans la région, hein, ils ont des codes, hein, et puis ça revient dans la grande distribution comme un poulet bio de la marque en question, et les gens sont trompés. Et même les personnes de la grande distribution qui le savent osent même pas les proposer. Souvent, c'est ceux qui vont faire griller dans leur broche parce que ça se voit tellement que les poulets sont pas bien et c'est les poulets qui mettent à griller. Et donc, tu te retrouves avec des poulets fermiers grillés à 7 ou 8 euros le poulet, alors que
Alors que le poulet fermier, il est minimum à 15 ou 20 euros. Et non seulement ils le font griller, mais il est moins cher. Et tu te dis au boucher, mais pourquoi? Il dit, oh là là, si j'en parle, je perds mon job. Ouais. Et tout est comme ça. Tout le monde ment à tout le monde. C'est-à-dire qu'on apprend pour survivre à escroquer son prochain. C'est-à-dire que parfois je dis, et ça peut être choquant, et c'est pour ça que parfois je me fais pas que des amis, mais les fermiers, il y en a beaucoup, si leurs grands-parents venaient dans leurs exploitations, ils les chasseraient avec un fusil. Ils chasseraient leurs petits-enfants avec un fusil. En leur disant, mais comment tu peux vendre cette merde? Et les mêmes sont fiers de dire qu'ils ont leur petite production pour eux à part. Avant, dans une ferme, le fermier, il avait toujours ses 2 vaches laitières à lui, il avait quelques cochons, il avait sa ruche ou ses machins. Maintenant, c'est des industries, tout ça est piloté par satellite, on leur apprend, tu vois, en fait, c'est un métier de contrôleur de gestion. Et donc, ceux qu'on voit dans la rue, souvent, ils sont encore amoureux de leur métier, mais ils sont devenus très, très rares. Je crois que le nombre d'agriculteurs en France, c'est moins de 300 000. Je me rappelle quand j'étais à l'école, on nous apprenait le secteur primaire, secondaire, tertiaire, et on nous disait, bah voilà, il faut à peu près, pour qu'un pays soit en autosuffisance alimentaire, le tiers. Et les agriculteurs sont tombés dans un piège énorme. Est-ce qu'on leur a dit, ah, vous voulez qu'on soit autosuffisant alimentairement? OK. Sauf que quand l'État signe l'autosuffisance alimentaire, c'est comme quand il signe pour les trains, c'est comme quand il signe pour les grèves. Eh ben, il y a des petites clauses qui disent, si jamais les fermiers décidaient d'arrêter la production ou d'arrêter, on pourrait saisir leurs exploitations pour continuer à maintenir l'autonomie alimentaire. Donc, en fait, ils ont eu l'impression de recevoir d'un côté quelque chose qui va leur tomber dessus parce qu'ils auront plus le droit de faire la grève. Ils n'auront plus le droit de se plaindre. Et s'ils se plaignent, eh ben, ça aura des conséquences. Est-ce qu'on pourra plus garantir l'autonomie alimentaire qui aura été imposée par les mêmes fermiers? Ce que j'explique, c'est qu'en fait, l'État est tellement malin et tellement vicieux que les gens sont contents, ils négocient quelque chose, mais c'est quelque chose qui va les tuer. Pour l'autonomie alimentaire, au moment de la crise de l'huile ou autre, on n'a pas dit, attends, on n'a pas besoin de biocarburants, il n'y a pas d'urgence. On n'a pas de problème de ce côté-là. Tout le monde a dit, mais les Français, ils ont qu'à aller se faire foutre, ils vont payer leur huile très cher, parce que nous, on a besoin de respecter les quotas climatiques. Vous comprenez, c'est ça la catastrophe du siècle. Mais la dette de la France, les critères de l'Europe, c'était 3%. On est à plus de 5%, et on annonce qu'on pourra peut-être être à 4,4%, c'est selon les critères de Maastricht. Mais dans 2-3 ans, et comme la croissance baisse et comme la situation est terrible, hein, on avait Bruno Le Maire il y a quelques jours à la télé, ben, ces gens-là nous mentent, ces gens-là nous mettent dans une seringue, ces gens-là veulent que toutes les personnes en fait qui créent les conditions de la bonne bouffe, du bon sens, du juste milieu, de tout ça, soient sanctionnées, disparaissent, deviennent dociles, etc. Mais Et c'est terrible. Je suis désolé, c'était long. non, mais comme d'habitude, c'est pour ça que c'est toujours un plaisir de te recevoir, cher Bertrand, et c'est tout le but du format Ça discute avec. Hein. Moi, j'ai le temps de parler dans plein d'autres vidéos. Quand on reçoit un invité, on le reçoit bien, on laisse le temps, donc avec plaisir, avec plaisir. Mais justement, par rapport à ça et à ce que tu dis et qui est extrêmement intéressant, est-ce que finalement, le complotisme, les fake news, tous les mots valises que l'on voit aujourd'hui ne sont pas les faux nez d'un retour du réel qui est ce que tu décris là, c'est-à-dire comme l'allégorie de la caverne, finalement, de plus en plus de gens qui sont en train de remonter et qui se disent mais attendez, en fait, le réel, il est là, on est en train de nous mentir, il se passe ça. Et finalement, bloquer les réseaux sociaux, bloquer les lanceurs d'alerte, faire taire les voix dissonantes, est-ce que finalement, ça n'est pas surtout ralentir ce retour du réel qui va tôt ou tard s'imposer à tout le monde quand il sera trop tard, quels que soient les corps de métier, quels que soient les secteurs, quelles que soient les couches sociales? Mais je suis parfaitement d'accord avec toi. Et là, en fait, il faut bien voir les mécanismes psychologiques qui sont à l'œuvre. Donc, je vais prendre, par exemple, juste le mécanisme pour les agriculteurs.
Donc les agriculteurs, ils se sont mis à utiliser des produits, les néonicotinoïdes qui sont dangereux pour les abeilles, les glyphosates qui sont cancérigènes, et ils l'ont fait. Et quand tu les écoutes, ils t'expliquent que c'est indispensable parce que comme ils ont des graines synthétiques ou de sélection naturelle, s'ils les ont pas, ben il n'y a pas de récolte parce que la plante ne sait pas se défendre. Ce que j'ai expliqué tout à l'heure. Mais ils savent en même temps que le résultat, c'est pas très bon ce qu'on mange. Il n'y a pas les bonnes valeurs nutritives. Il faut savoir que dans la génétique du blé, mais le blé d'aujourd'hui n'a plus rien à voir avec le blé de nos ancêtres. Et c'est pour ça qu'il y a des nouvelles, les intolérances au gluten, toutes ces choses-là. En fait, l'humain, il n'a pas été préparé à manger ces aliments-là. Mais les complices de ça, de la même manière que les docteurs ont pu être complices d'autres choses, eh ben, ils vont avoir du mal à dire la vérité. Tu vois, en fait, ceux qui voudraient se battre contre ça parce qu'ils réalisent que c'est devenu une folie, ils ont été tellement complices avant qu'ils ont un peu cette espèce de dilemme du prisonnier. Si je dénonce mais que l'autre se dénonce pas, c'est moi qui vais tout prendre sur la gueule. Et donc, l'État en profite, c'est-à-dire qu'il crée tout le temps des complicités. C'est-à-dire que toi, par exemple, Rémi, et je dis pas ça parce que tu m'invites, je dis ça parce que c'est très factuel. Tu vois, tu fais une revue qui s'appelle Le Banquet, tu fais venir beaucoup de personnes, tu t'investis beaucoup pour la relecture, etc., et pour vraiment avoir un contenu de qualité. Et tu proposes des prix très raisonnables. Et tu joues le jeu, s'il te reste des stocks, de proposer aux personnes de relire les anciens numéros. Parce que comme les personnes ont écrit des articles qui n'étaient pas jetables, même 6 mois ou 1 an après, c'est toujours un plaisir de les lire. C'est quelque chose qu'on a envie de garder, c'est bien écrit, c'est bien mis en page. Et voilà, c'est utile. Et c'est vrai que pour les vendre, tu utilises des méthodes marketing, mais qui disent la vérité. Donc tu fais ce que n'importe quelle personne qui veut vendre fait. Donc on l'accepte ou pas, mais tu joues le jeu. Mais il y a d'autres personnes, par exemple, qui vont dire vous pouvez vous désabonner tout le temps. Et d'ailleurs maintenant, en ce moment, on fait une offre spéciale 50%. Et puis ils vont prendre l'offre spéciale 50%, mais ce qui ça passe, c'est que quand ils passent à l'offre spéciale 50%, c'est comme avec les opérateurs téléphoniques, ils sont obligés de s'abonner pendant 2 ans. Et le premier prélèvement qui est fait, c'est 1 année complète. Et les gens se retrouvent avec un prélèvement, alors qu'ils pensaient, tu vois, peut-être acheter un numéro 35 et se désabonner pour dire c'est sympa, et ils se retrouvent avec 350 balles prélevées. Et enfin, et tu vois, ils ont des formations pour du trading high speed alors qu'ils ont 80 ans et qu'ils ont 2000 balles d'économie. Enfin, mais tu sais, c'est comme les trucs pour maigrir. Enfin, de quelqu'un qui a la peau sur les os, mais qui va l'acheter par sympathie en fait et qui se rend pas compte qu'il y avait plein de petites clauses en tout petit. Si tu veux, ce que toi tu ne fais pas, c'est ce que tu critiques. Comment est-ce qu'on peut dire que l'ennemi c'est la finance? Comment est-ce qu'on peut dire que l'ennemi c'est les produits financiers? Comment? Et s'improviser banquier? Alors que moi, je suis désolé, j'ai un vrai problème avec le monde de la finance, mais au sommet. Mais j'ai aucun problème avec mon banquier. J'ai aucun problème avec l'agent financier de ma banque, qui je connais depuis très longtemps, me propose évidemment de temps en temps des produits un peu ballots parce que c'est sa banque et tout, mais avec qui je peux avoir une conversation honnête et qui a une vraie régulation, qui a suivi une formation très sérieuse, qui est engagé, tu vois, qui a des vraies responsabilités. Mais ce qui se passe aujourd'hui, c'est que moi, j'ai sauté parce que j'ai été attaqué, pas parce que j'ai dit des choses illégales, pas parce que j'ai dit des méchancetés, mais il y a des personnes, en fait, qui abusent aujourd'hui de la crédibilité, qui abusent d'un certain laisser-aller du gouvernement, mais qui le fait exprès, et puis qui, à un moment, va les tirer en exemple et va dire, bah, vous voyez ce que c'est les résistants, ces gens auxquels vous donniez une grande visibilité, et tout ce qui a été fait va être pourri
Parce qu'en fait, les personnes ne supportent pas l'idée de pas pouvoir devenir riches en faisant ce qu'elles font. Toi, au moins, bah, tu dis, ah bah, je vais faire un peu de théâtre, je vais faire des bouquins, je vais faire. Mais tu vois, tu fais des choses que tu sais faire et qui sont celles d'un bon père de famille. Alors, je sais pas si tu es papa, mais Pas encore et tu pas à vois, ma c'est connaissance. voilà. Et tu vois, tu comprends ce que je veux dire. Mhm. Aujourd'hui, il y a des personnes, et j'ai rien contre elles, parce que je sais qu'elles le font avec passion, mais qui lèvent des cagnottes en disant qu'elles vont aider. Mais quand tu lèves une cagnotte dans un pays comme la France, c'est pas comme si on était à l'époque du Moyen Âge où l'argent circulait, il n'y avait pas de taxes, il n'y avait pas d'impôts, il n'y avait pas d'URSSAF, il n'y avait pas de machin. Donc, d'une part, il faut être sûr que tu peux faire confiance à la personne, qu'il y a un minimum de séparation des pouvoirs, parce qu'on sait très bien, il y a eu d'énormes problèmes avec des associations comme l'ARC ou des associations humanitaires. Alors, t'imagines quand l'association, c'est une seule personne qui tu vois, et qui réussit à lever des centaines ou des dizaines de milliers d'euros en disant, je peux pas vous dire à qui je les donne pour pas faire de problème. Enfin, ça devient non, mais tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais. Et si les gens pensent que tout ça va se passer comme une lettre à la poste, non, ça va très mal se passer. Et ça va nous nuire à tous. Parce qu'on n'ose pas faire la police entre nous. On n'ose pas, tu vois, essayer de normaliser la manière avec laquelle on agit les uns les autres. Parce que dès que quelqu'un dénonce ça, ou l'exprime comme moi, je deviens l'ennemi du système. Alors que je suis juste quelqu'un qui évite que le problème devienne énorme dans quelques mois. Tu vois ce que je veux dire? Mhm. Quand on essaie, toi, regarde, plus tu grandis, plus tu vas sur les sujets interdits. Et c'est ce que j'adore chez toi. Mais tu trouves des solutions. Tu crées une boîte noire, tu responsabilises les gens. Donc les gens vont être responsabilisés. C'est-à-dire que ils viennent chez toi, tu leur imposes pas et tu leur dis voilà, là vous allez trouver des trucs, vous êtes un adulte, vous allez regarder en votre âme et conscience. C'est comme moi si je mets une photo dure sur X, je marque contenu sensible, etc. Mais d'autres, en fait, vont passer leur temps à ne jamais aller sur ces sujets-là pour pas risquer d'avoir une étiquette qui pourrait nuire à 30 ou 40% de leurs revenus. Or, euh, le positionnement, tu vois, il y a quelques jours, je lisais une chroniqueuse américaine et qui disait, ça y est, c'est fini, les gens qui ne prennent pas une position claire sur ce sujet, je veux plus entendre parler d'eux. Je refuse. Et je sais que dans la deuxième partie de la vidéo, on va parler beaucoup plus de politique internationale, de l'attitude de la France par rapport à ce qui peut se passer vis-à-vis de la Russie ou vis-à-vis du Proche-Orient ou vis-à-vis de l'Afrique, etc. J'espère que c'est dans cette direction qu'on va aller. Mais que toi, tu sois journaliste et que tu parles et tu interroges des personnes et que ce sujet ne soit jamais traité parce qu'il pourrait être éclaboussant, mais c'est juste l'inverse de ce qu'on est en train de voir. On souffre de ça dans tous les domaines. On dit, ah, on n'a pas écouté les lanceurs d'alerte, on n'a pas écouté les gens qui nous disaient la vérité en 2020. Et regardez le résultat. On n'a pas écouté ceux qui nous disaient les sanctions, les machins, etc. Et regardez le résultat. Mais à chaque fois, on refait les mêmes erreurs parce qu'on est embarqué dans le même truc et on dit au début, ah non, je peux pas me positionner, tu comprends, c'est trop compliqué. Mais c'est inhumain d'agir comme ça. On peut plus faire ça. Pas en 2024, il y a trop d'informations, il y a trop d'images, il y a trop de choses. Enfin, tu vois, on a des pays qui sont pas des pays barbares qui s'expriment sur ces sujets-là. Il faudrait qu'on les écoute. Quand l'Afrique du Sud prend des positions très fermes, il faut qu'on l'écoute. Le Quand Brésil, Poutine le Brésil plus récemment par ou le l'intermédiaire de Brésil, Lula. oui, Lula. Et pourtant, Lula, c'est quelqu'un qui est assez proche du World Economic Forum, mais à un moment, on est des humains. Il y a des choses qu'on ne peut pas accepter, qu'on ne peut plus tolérer. C'est-à-dire que euh, tous les êtres humains se valent. On ne peut pas considérer que quelqu'un est plus proche d'un animal que d'un humain, voire même moins qu'un animal. Enfin bref, on en parlera dans le détail tout à l'heure. Et là, je pense qu'on va pouvoir beaucoup plus se lâcher. Ouais. Mais c'est important, tu vois, de s'auto-policer. Moi,
quand on s'est parlé la première fois, il y a à peu près 1 an et demi, on a eu une conversation tous les deux du Nord. Déjà, je me suis dit, ah, il est intelligent, c'est génial, hein, parce que on sait pas tant qu'on n'a pas parlé à quelqu'un. Tu sais, moi, je sais pas si t'es un bon acteur de théâtre, si t'as des gens qui préparent. Et je trouvais le projet génial, hein, de faire parler des gens très différents. Et d'ailleurs, parmi les gens que tu fais parler, il y en a qui se détestent les uns les autres. Oui. Mais tu réussis ce miracle. Et t'es même pas sensible au fait qu'un tel ou un tel puisse te dire comment tu peux continuer à faire parler un tel. Et je pense que maintenant, tu as une telle crédibilité que personne n'oserait faire ça, de peur de passer pour un escroc intellectuel vis-à-vis de toi. Et, mais, mais c'est quelque chose que peu de personnes comprennent, hein, parce qu'ils n'ont pas l'occasion de te parler, parce qu'il y a une vraie dispersion d'informations. Mais tu vois, à un moment, quelqu'un comme toi et une dizaine de personnes qui ont des grands médias, tu vois, il devrait y avoir une espèce de charte. Qu'est-ce que ça veut dire d'être un média qui est dans cette jungle? Pourquoi est-ce que tu vas aller voir le patron de TVL, le patron de François, le machin, et dire, attendez les gars, il faudrait peut-être qu'on mette en place une espèce de règle commune et qu'on évite de faire les mêmes erreurs que les agriculteurs, les mêmes erreurs que les médecins, les mêmes machins. C'est pas dans 2, 3 ans qu'il va falloir faire ça. Ouais. Tu vois, les médecins, ils ont refait un espèce de truc d'Hippocrate, mais très longtemps après. Mais il y a un moment, c'est quelque chose. Alors évidemment, moi, c'est pas moi qui vais travailler là-dessus. Mais toi, tu es un des acteurs importants de ce système. Tu m'as posé la question sur ma suspension, etc. C'est à quel moment on s'organise, pas pour dire la même chose, mais pour s'assurer qu'on ne rentre pas dans les mêmes dérives. Et tu vois, comme une espèce de charte qualité, en fait. Ouais. C'est et tu vois une espèce de petit pictogramme qui dit voilà, on respecte, mais même déjà la charte de Munich. D'ailleurs, c'est horrible d'utiliser Oui. Munich pour ce que c'est devenu, parce que pour le journalisme c'est important. Mais ce serait quoi la charte du nouveau journalisme 2.0 aujourd'hui entre la DSA, le machin, etc. Parce qu'au moins on aurait une espèce de manière de se défendre quand il va y avoir des procès, quand il va y avoir des choses comme ça, en disant mais nous on protège en fait comme un espèce de syndicat ou comme un espèce de groupe. Tu sais, les gilets jaunes sont en train de faire ça. Peut-être que ça peut être entre la main de tel ou tel organisme. Il y a beaucoup de gens qui seraient très intéressés par faire ça. Moi, j'avais rencontré les gilets jaunes constituants et ils ont, tu vois, des personnes qui sont des médecins, des chefs d'entreprise, des gens qui sont un peu à l'ombre et qui sont des retraités, mais qui sont tout à fait volontaires pour aider à structurer ces choses-là. Alors je le dis pour toi, parce que tu parles à beaucoup plus de personnes importantes des médias, mais ça vaut le coup d'y réfléchir. Clairement, avec la construction collective, effectivement, et on le voit, c'est la seule occasion d'avoir du poids. C'est-à-dire qu'on a vu que toutes les initiatives individuelles résonnaient forcément moins, résonnaient d'ailleurs dans les deux sens du terme. Donc on est absolument là-dedans. Et c'est aussi pour ça, voilà, qu'on se retrouve aujourd'hui tous les deux pour tirer ces réflexions-là, aller toujours un petit peu plus loin. Tu nous as offert une transition parfaite. Voilà, donc les amis, on l'a annoncé. Maintenant, on va mettre le pied sur l'accélérateur. Si vous voulez suivre la suite de cette vidéo, le lien en description, vous recevez ça. 5 minutes chrono sur la boîte mail. C'est satisfait ou remboursé. Voilà, je vous le dis, puis en plus c'est gratuit. Donc au moins, ça ne me coûtera pas un sesterce. Donc les amis, pour suivre la suite de la vidéo avec Bertrand Scholler, on va continuer sur la géopolitique, direction l'Ukraine, direction la mort de l'ami Navalny, enfin l'ami, justement, on en parlera, et direction le Moyen-Orient, évidemment. Donc on se retrouve dans quelques minutes, le temps de recevoir votre vidéo. Voilà.